1, 2, 3. Hop, moi j'enlève le casque, j'espère ne pas faire saturer le son, je brille trop. Tel un avenir qui m'est destiné. Je dis de la merde, c'est de me réconforter dans ma vie. Allez, est-ce qu'on t'a déjà dit, tu réfléchis trop, mets ton cerveau sur off un peu, ou alors t'accordes beaucoup trop d'importance aux tout petits détails? Si oui, alors tu te reconnaîtras peut-être dans les deux histoires que je vais te raconter aujourd'hui. Salut, moi c'était ça, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas tout va bien. Il y a pas longtemps, j'ai fait un appel à témoignages sur mes réseaux sociaux, plus précisément sur mon Instagram. Je te drop mon Instagram quelque part sur l'écran pour que tu puisses aller t'abonner. Si tu peux participer à la prochaine vidéo, tu peux le faire parce que tout se passe sur Instagram. J'ai donc fait un appel à témoignages par rapport à la thématique du jour qui est l'overthinking. Attention, gros disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue et je ne prétends pas l'être, je ne prétends pas avoir les connaissances et les compétences d'un médecin qui exerce dans ce milieu-là. Donc cette vidéo est à prendre avec de grandes pincettes. Si jamais je me trompe, si jamais j'utilise un mauvais terme, si jamais je dis des conneries, je t'invite à me reprendre en commentaire de manière respectueuse s'il te plaît parce qu'on est tous humains donc on peut faire des erreurs. Le but de mes vidéos n'étant surtout pas d'offenser des gens ou de desservir la cause des maladies mentales, les troubles, etc. Au contraire. Aujourd'hui, deux personnes ont bien voulu témoigner sur leur expérience avec l'overthinking. Mais qu'est-ce que l'overthinking, me demandes-tu? Peut-être que tu le sais ou peut-être que tu ne le sais pas, mais l'overthinking, c'est le fait de trop réfléchir, trop penser, ruminer, ressasser en boucle des trucs négatifs. D'après un professeur de psychologie dont je ne dirai pas le nom parce que je vais l'écorcher, d'après Suzanne. Voilà. L'overthinking, c'est, je cite, la propension à ressasser en boucle de façon obsessionnelle un certain nombre de pensées ou de sentiments négatifs. On peut tous beaucoup réfléchir dans la vie, c'est vrai. Mais pour certains, ça atteint un seuil où ça devient handicapant dans la vie quotidienne et ça vient créer beaucoup de complications pour évoluer sur tous les plans de la vie, que ce soit personnel, professionnel, relationnel, ça engendre beaucoup trop de difficultés pour évoluer dans la vie. On va directement rentrer dans le vif du sujet en commençant avec la première histoire qui n'est autre que celle de Mathilde. Évidemment, je te laisse deviner que Mathilde n'est pas le vrai prénom de la personne qui m'a raconté son histoire. Les histoires sont données de manière anonyme. Mathilde, le jour où elle me raconte son histoire, elle a 18 ans, mais tout pour elle a commencé 5 ans en arrière. À cette époque, Mathilde, elle avait 13 ans et elle était en 4e. Elle se décrit comme étant une jeune fille qui était naïve, timide, mais qui avait énormément d'amour à donner et à partager aux autres. Malheureusement, comme beaucoup de jeunes dans les périodes scolaires, Mathilde est victime de harcèlement scolaire et elle ne s'en rend pas vraiment compte. Pourquoi te demandes-tu? Eh bien c'est parce que les majeurs acteurs de son harcèlement scolaire étaient des personnes qu'elle considérait comme étant ses amies à l'époque. Mathilde était une jeune fille qui était toute jeune, qui était bienveillante et qui se donnait à fond dans toutes ses relations humaines, ce qui fait qu'elle se rendait pas forcément compte du vice des gens avec qui elle traînait. Elle avait une peur surtout qui était tout le temps sur elle, c'était celle d'être l'élève solitaire, l'élève que tu peux croiser dans la cour qui est assis tout seul dans son coin et qui n'a pas vraiment de gens avec qui traîner. Elle avait peur d'être cet élève-là. Elle m'explique qu'elle a aussi malheureusement pas mal de problèmes qui s'accumulent sur le plan mental, pas mal de soucis qui vont engendrer chez elle des problèmes de confiance en elle et des problèmes de confiance envers les autres. Et c'est de là que vont découler ces toutes premières questions. Est-ce que telle personne m'aime vraiment? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à telle personne? Est-ce que ce message voulait pas dire autre chose? Est-ce que c'est pas moi le problème? Ça, c'est des questions qu'on s'est tous ou toutes posées à un moment dans nos vies, dans n'importe quelle situation, ce qui est normal, etc. Mathilde a eu ces questions-là, mais elle a poussé encore plus loin cette façon de faire, dans le sens où elle a commencé à remarquer tous les micro-détails qu'on va pas forcément tous relever, et elle a commencé à les analyser, c'est-à-dire qu'elle a relevé chez les gens les micro-expressions, le ton qui était employé quand les gens lui parlaient, les mots qui étaient choisis, la façon de dire les choses. Vraiment, elle venait suranalyser tous ces détails-là, et selon l'analyse qu'elle se faisait de tout ça, elle venait se dire ok, il y a un souci, il y a un problème, et le problème vient de moi. Donc en fait, elle venait se remettre tellement en question qu'elle se disait bah en fait, je suis de trop, et elle a commencé à prendre un rôle envers elle-même qui était le rôle de son premier ennemi en fait. Elle a commencé à se descendre dans n'importe quelle situation pour je ne sais quelle raison, juste parce qu'elle a trop réfléchi aux situations dans lesquelles elle était. Elle a donc commencé à se poser de plus en plus de questions, à rentrer dans un genre de cercle vicieux où vraiment elle suranalysait tout ce qui l'entourait, que ce soit elle, son comportement ou le comportement des autres, et malheureusement, elle osait pas ou elle ne voulait pas en parler à ses amis, ce qui faisait qu'en fait elle avait des questions en boucle dans sa tête dont elle avait pas de réponse et qui l'amenait nulle part à part à de la fatigue, et qu'elle s'enferme aussi dans son flux de pensée qui l'amenait à se questionner constamment. Un jour, Mathilde est en classe, c'est une élève qui est plutôt bonne, qui s'investit vachement dans ce qu'elle fait et qui est friande d'en découvrir un peu plus chaque jour. Elle est en cours d'espagnol. Mathilde me raconte que l'espagnol c'est pas le domaine où elle excelle et elle est pas forcément très à l'aise avec le professeur qui enseigne cette matière-là, mais elle se débrouille. Arrive le moment qu'on a tous connu qui nous fait tous stresser, je pense, l'interrogation surprise. Pas l'interrogation
situation où t'écris et tout. Non, c'est vraiment le prof, en fin d'heure, prend des gens au hasard et leur demande de s'exprimer à l'oral. Mathilde pense passer entre les mailles du filet parce que le prof, avant elle, interroge sa meilleure amie sur un peu toute la leçon qu'il y a eu, mais évidemment, vient son tour. Le prof lui demande de faire une expression à l'oral en espagnol. Mathilde, même si l'espagnol c'est pas son domaine préféré, elle sait quoi dire, elle sait quoi répondre, elle est sûre de sa réponse, etc. Sauf que là où ça commence à se déclencher, le genre de cercle vicieux se déclenche, elle commence à trop réfléchir, à angoisser sur comment est-ce qu'elle peut exprimer sa réponse et tout, alors qu'elle la connaît, qu'elle sait exactement quoi dire. Et de là se manifestent des symptômes physiques. Elle commence à avoir des bouffées de chaleur, à trembler, à avoir la nausée, à avoir du mal à respirer. Elle ressent un peu le chaos dans sa tête et dans son corps, pendant que les gens autour voient juste une élève qui ne réagit pas en fait, qui est debout face à plein de camarades et qui n'a rien à dire. Alors qu'elle au fond elle sait exactement quoi dire, juste elle est en train de mener une guerre entre elle et un peu son cerveau et ses pensées qui la tiraillent. Et en fait Mathilde s'inquiète à l'idée d'être moquée ou d'être jugée si elle fait une faute quelque part. Elle a peur que tous ses camarades se mettent à se moquer d'elle pendant une durée de peut-être 5 minutes pour après oublier la chose, alors qu'elle sait très bien que si ça arrive, l'épisode ne va pas durer que 5 minutes dans sa tête parce que son cerveau va bien enregistrer la chose et va lui ressortir dans les pires moments pour qu'elle se mette à ressasser l'événement. Maintenant, on fait un bond 5 ans après, donc c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Mathilde explique qu'avant, à l'époque, elle n'était pas du tout consciente de son cheminement de pensée qui était beaucoup trop fort et beaucoup trop présent pour elle, alors qu'aujourd'hui, elle en est totalement consciente. Ce qui fait qu'elle a beaucoup plus de mal à le vivre. Ça lui a provoqué pas mal de problèmes de sommeil, dont des insomnies par exemple. Et du coup, à la place de dormir maintenant, elle passe son temps un peu à écrire ses pensées, à écrire des questions et à les envoyer à ses amis en espérant une réponse pour être rassurée. Ou alors, pour essayer de s'endormir, elle passe son temps à scroller sur internet pour espérer que son corps se fatigue et tombe de sommeil. Les seules fois où elle arrive à s'endormir, ça lui arrive même que son cerveau décide de la réveiller pour qu'elle ressasse des événements alors qu'elle voulait pas le faire en fait. Elle est le pantin un peu de toutes ses pensées, toutes ses questions. Un point un petit peu plus positif par rapport à son histoire est beaucoup plus léger. Aujourd'hui, elle est beaucoup mieux entourée que ce qu'elle était à l'époque. Elle est entourée de personnes qui essayent de comprendre ce par quoi elle passe, qui essaient de la rassurer un maximum, même si il lui arrive encore de se sentir jugée quand elle est mise face à des personnes qui ont la chance d'avoir un petit peu de silence à un moment ou à un autre dans leur tête. C'était donc l'histoire de Mathilde. J'ai pris une thématique assez large à traiter aujourd'hui qui est l'overthinking. Donc c'est normal que dans les témoignages que je te raconte aujourd'hui et dont ceux que j'ai reçus, il y ait pas mal de points communs, mais il y a aussi quelques différences et c'est ces différences-là que j'essaye de mettre en avant en racontant les histoires. Mais je trouvais ça important de soulever quand même les petites différences pour montrer de manière un peu plus large ce que ça fait de vivre avec l'overthinking. On passe donc à la deuxième histoire qui est celle de Laura. Laura, c'est une jeune fille qui se sent depuis un peu toujours différente de tout le monde dans un peu tous les aspects de la vie. Les passions, les valeurs, les centres d'intérêt, etc. Elle a grandi avec des personnes avec qui elle s'est jamais vraiment sentie au même niveau et elle a jamais vraiment pu trouver des points d'accroche pour se lier vraiment d'amitié avec les gens. Enfin, pour vraiment, on va dire, se développer en se sentant intégrée. C'est-à-dire qu'elle s'est un peu toujours sentie exclue comparée aux gens avec qui elle grandissait. Quand elle me raconte son histoire, Laura, elle a 19 ans et elle est donc à la fac. Pour elle, tout a commencé au collège suite à un harcèlement scolaire, ce qui fait aussi écho à l'histoire de Mathilde parce que c'était elle aussi son cas. Un point que je trouvais intéressant à soulever pour justement montrer tout ce qui était différence entre les différents témoignages, c'est le fait que Laura, elle, a tendance à catégoriser ses pensées en du coup 3 catégories. La première, les pensées négatives qu'elle a quand elle est seule. La deuxième, les questions existentielles. Et la troisième, les pensées négatives qu'elle a quand elle est entourée. Les pensées négatives qu'elle a quand elle est seule se penchent vachement sur la dévalorisation, sur le fait de ressasser des événements passés ou angoisser à l'idée d'événements futurs ou d'événements qui ne se passeront tout simplement jamais. Elle m'explique que ce sont des pensées qui sont propices à se développer le soir, les moments où elle est censée être dans son lit et qu'elle essaie de dormir. Il lui arrive souvent de se poser et d'être prise d'assaut par des pensées ou des questions sur ses émotions et ses actions, donc elle se met vachement à réfléchir là-dessus pour savoir où est-ce qu'elle doit se placer face à cela. J'insiste sur le fait de devoir faire quelque chose parce que dans ces situations-là, elle est vraiment le pantin de tout ce qui se passe par rapport à ses pensées et ses questions. C'est-à-dire qu'elle doit trouver une réponse à des questions qui n'ont pas forcément de réponse, ou alors des questions où elle a déjà trouvé des réponses 25 millions de fois, elle doit retrouver des réponses à chaque fois pour se rassurer. Ce qui du coup vient engendrer chez elle 2 réactions. Ou un mal-être et une tristesse, ou une coupure nette entre elle et ses émotions. Ce qui fait qu'elle ne ressent plus rien et qu'elle ne peut pas vraiment réagir face à tout ça. Parce qu'elle peut ni rire, ni pleurer, ni rien faire. Un exemple des pensées qui peuvent la tourmenter dans ces moments-là: je ne vaux rien,
pourquoi est-ce que je suis là, ça ne vaut pas le coup, etc. C'est ce genre de choses qu'elle se bouffe dans ces moments-là. Elle se retrouve alors dans un genre de flou mental, une genre d'anesthésie, dans laquelle en fait elle a tellement réfléchi qu'il lui devient impossible de réfléchir de manière rationnelle, de même essayer de comprendre ses pensées tellement il y en a. Et malheureusement ça vient aussi l'impacter dans sa vie de tous les jours. Elle qui aimerait pouvoir lire, dessiner, sortir, juste faire quelque chose pour se vider la tête, c'est mission impossible parce qu'en fait toutes ses pensées lui prennent tellement d'énergie qu'elle se retrouve constamment fatiguée mentalement et physiquement. Il y a même des jours où elle va pas manger parce qu'elle va passer sa journée à dormir pour éviter de réfléchir. Deuxième catégorie, les questions existentielles. Une catégorie sur laquelle on n'a pas vraiment débattu toutes les deux. Ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est par exemple, elle vient se poser des questions sur le sens générale de la vie, sur où est-ce qu'on va tous, des questions du genre pourquoi la vie, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ici, est-ce qu'il y a une vie après la mort, et c'est des questions qui viennent un peu accroître son sentiment d'angoisse, d'anxiété face à la vie, et qui en même temps la fascinent. Donc t'as une balance entre les deux. Troisième catégorie, c'est la catégorie des pensées négatives quand elle est entourée. Laura pense que cette catégorie découle en fait de son harcèlement scolaire qu'elle a vécu, et qui lui a malheureusement laissé pas mal de blessures, de plaies qui aujourd'hui ne sont toujours pas refermées et cicatrisées. Tu vois un peu quand t'arrives dans un nouveau bahut ou que tu trouves un nouveau taf et tout, ou même que tu déménages, enfin n'importe quelle situation où t'es mise face à des inconnus, ce moment où tu dois apprendre à tisser des liens, à essayer de t'intégrer, tu sais que c'est où ça passe, où ça casse, c'est quitte ou double, c'est où ça se passe bien, où ça se passe mal. Eh ben Laura, elle a cette sensation là constamment, elle a ce truc de je dois m'intégrer et elle arrive jamais à se sentir intégrée, que ce soit avec des gens qu'elle connaît ou de nouvelles personnes, elle a vraiment ce truc de j'essaie de m'intégrer mais j'ai l'impression de ne pas réussir et de ne jamais faire partie du groupe. Prenons un exemple, un jour, elle va rejoindre ses amis au self. Un de ces jours où elle se dit ok, aujourd'hui, ça va, je suis quand même extrêmement fatiguée par tout le brouhaha qu'il y a dans ma tête constamment, mais aujourd'hui je me sens d'attaque à passer une journée potable. Il y a le moment où du coup elle rejoint ses amis, elle s'assoit avec eux, et là, bam, elle est prise de court, comme ça directement, prise d'assaut par toutes ses pensées et toutes ses questions. Il y a une amie en face d'elle qui se rend compte qu'il y a peut-être un souci qui est en train de se passer là, et du coup qui lui demande si ça va. Laura, elle a pas forcément envie d'attirer l'attention, et elle a pas envie de se sortir comme étant de trop justement. Du coup, elle préfère dire qu'il y a pas de souci et que tout va bien, tranquille. Mais ça fait déjà un petit moment que Laura, mentalement, elle est partie très loin, et que ses pensées sont en train de lui crier non, ça va pas, il y a un souci quelque part. Pourquoi pour eux ça marche? Comment ça se fait que eux ils y arrivent mais moi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à aller vers les gens? Je suis forcément le problème. Eux, faut se rappeler qu'ils peuvent pas voir ce qui se passe, ils peuvent pas comprendre son état mental, ils sont à table, tranquilles, en train de vivre tranquillement, de raconter des potins et tout, tandis qu'elle est en train de dire un peu son chaos mental. Et du coup, ça engendre le fait qu'elle s'isole, qu'elle se mette un peu en retrait et qu'elle hésite entre deux situations pour gérer le problème. C'est soit elle pleure, soit elle fuit le mal-être et le malaise de la situation, ce qui engendre encore plus de l'isolation, enfin le fait qu'elle s'isole, et que du coup, les gens s'inquiètent et lui donnent de l'attention, ce qu'elle a pas envie forcément d'avoir, vu que ça fait qu'elle se sent comme étant encore plus un poids pour les autres. Attention, Laura, elle a déjà essayé de mettre des mots sur ces mots auprès de ses amis pour essayer de se faire comprendre en expliquant toutes les questions qu'elle avait en tête, etc. Mais malheureusement, pas tous arrivent à comprendre. Elle explique que ou les gens comprennent, ou ça vient créer un fossé entre elle et les gens qu'elle peut connaître parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre forcément les questions qu'elle se pose et ils prennent ces questions en fait de manière très personnelle et du coup ça lui a malheureusement valu déjà la perte d'amitié dont une très chère récemment. En résumé, ce qu'on peut dire par rapport à l'histoire de Laura, c'est qu'elle est totalement contrôlée par ses pensées et que ses pensées l'envahissent jusqu'à la mettre dans des états où elle est en mal-être constant, elle est triste et elle s'isole. Elle m'explique qu'il y a quand même quelques moments où elle arrive un peu à décrocher, notamment les moments où elle dort, où elle fait du bénévolat à la SPA, ou quand elle est en contact avec certaines personnes. Pour finir, un point plus léger sur l'histoire de Laura aussi, elle explique qu'aujourd'hui, elle essaie d'accepter le fait que ce soit une personne qui a cette tendance à beaucoup trop réfléchir sur ses insécurités, le fait qu'elle ait énormément d'insécurités, et finalement, elle essaye de réaliser le fait que c'est un bagage qu'elle a toujours eu, et que finalement, il faut qu'elle apprenne à vivre avec pour s'accepter et aller de l'avant, même si il y a des jours où c'est très compliqué. Voilà, c'était donc les deux histoires de Mathilde et Laura. Merci à vous deux d'avoir bien voulu témoigner par rapport à tout ça. On vous envoie plein de love. Si jamais ce format t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu pour me le faire comprendre. Pourquoi pas t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Et pourquoi pas envoyer de la force à Laura et Mathilde dans les commentaires ou laisser la prochaine thématique dont tu aimerais qu'on parle dans la prochaine vidéo. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous envoie plein de love, plein de force et je vous dis... Il était moche mon cœur. Plein de love, plein de force. Ça fait comme ça. Et je vous dis à la prochaine. C'est horrible. Je me déteste. Yes, I.